vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Depuis les années 90, son nom a toujours marqué l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Tantôt de la gauche, parfois flirtant avec les milieux de la droite et libérale, ce ex-pilier de la toute-puissante Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire, la FESI, a décidé de sortir définitivement de l'ombre. Mesdames et messieurs, je vous présente le docteur Doumbia Soumaïla, dit Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Docteur Doumbia Major, bonjour. Bonjour. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'était pas très évident aussi. C'est un peu tiré sur les cheveux, seulement 24 heures pour vous préparer pour cette émission. L'important, c'est de parler de la Côte d'Ivoire et nous, on est toujours prêts, comme on dit. Ok, certainement. Alors, nous sommes là pour parler franchement au peuple ivoirien. Et au-delà, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui s'intéressent à ce pays et qui ont envie de savoir aujourd'hui le rôle véritable de Doumbia Major dans l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous devenez, docteur Doumbia Major? Qu'est-ce que je deviens? Je suis enseignant à l'université d'Abidjan, où je viens d'être recruté fraîchement. Et je dirige donc le CPR, qui est le Congrès panafricain pour le renouveau. Je suis donc rentré d'exil, on va dire définitivement, depuis 2001. Je suis allé en exil depuis 2000, d'abord en passant par le Ghana, le Mali, la Belgique. Je me suis installé en France, j'ai tourné un peu au Canada, aux États-Unis. Maintenant, 19 ans d'exil, on va dire, c'est terminé. J'ai décidé de rentrer 19 ans d'exil parce que Doumbia Major faisait un peu peur aux gens. 19 ans d'exil parce que à un moment donné de l'histoire de notre nation, il y a certaines personnes qui refusaient donc les divergences d'opinion, la liberté d'expression, et qui n'acceptaient pas qu'il y ait des opinions qui leur soient défavorables dans donc leur schéma de conquête de pouvoir. Et donc je parle du moment où nous étions étudiants. Il y a eu donc que nous avons défendu une position qui était que nous refusions que le mouvement des étudiants soit donc affilié au parti de M. Laurent Gbagbo. Ça a valu que ceux qui ont soutenu cette position soient assassinés dans ce pays. La liste des gens est connue, Bakayoko Nomissa, Kinyelman, Jonas, Kwasi Hervé, et bien d'autres, Habib Dodo, et voilà. Ils ont tous ceux qui voulaient garder donc l'indépendance de la FESI. Donc du syndicat étudiant, donc qui ont été donc assassinés, pour d'autres torturés comme moi-même, des arrestations arbitraires, des tortures, des emprisonnements à Kwedo, à l'école de police, au commandement supérieur des gendarmeries, la brigade de recherche, l'école de gendarmerie. Tout cela pour vous seul. Nous avons subi tout ça. Et donc, c'était le FPI qui, dans sa stratégie de conquête de pouvoir, s'était appuyé donc voulait s'appuyer sur le mouvement étudiant, en fait une milice. Nous avons dit non à ça et pour ça, on a subi tout cela. Et nous avons décidé d'aller en exil quand nous avons constaté que nos camarades étaient tués, qu'on était emprisonnés et que tout ça se faisait pendant que le FPI était en alliance avec le général Guéhi. Ils n'avaient pas la totalité du pouvoir, mais ils avaient cette possibilité de manœuvrer de cette façon avec l'appui de leurs journaux, avec l'appui de la frange militaire une du manipulation FPI de l'opinion publique. Ça, c'était lors de la transition l'an 2000. De la transition, donc, avait infiltré et l'armée et le milieu étudiant avec Bleu Goudé, la FESI et tout ça, et donc avait instrumentalisé donc les étudiants, les militaires pour régler des comptes, pour n'est-ce pas, étouffer tous ceux qui pouvaient dire non. Nous, on a décidé d'aller donc
En exil. En Et donc, exil pour durant toute protéger la notre présidence Laurent vie. Gbagbo, vous étiez perçu comme une menace potentielle pour la Durant survie toute du la régime. présidence de Laurent Gbagbo, je faisais partie de ceux qui avaient été, on va dire, chassés de la Côte d'Ivoire, ceux qui étaient menacés d'être tués par la FECI qui entre-temps était devenue une milice pro-Gbagbo. Et tout le monde a vu que Gbagbo utilisait pour aller faire tabasser des juges, pour aller faire attaquer les rédactions de certains journaux, voyez-vous, et donc qui était devenue une milice, une force d'appoint pour poser des actes, pour s'aimer la terreur dans sa stratégie de conquête de pouvoir. Et ceux-mêmes qui avaient assassiné nos camarades ont été récompensés d'une certaine façon avec des bourses présidentielles, avec de l'argent, voyez-vous. Comme qui, par exemple, est-ce que je vous parle avez des bien noms? entendu de Charles Bleu Goudet. Charles Tout le monde Bleu Goudet, savait que Bleu Goudet à assassiner a eu certains de voilà. Et comme je l'ai dit, voyez-vous, il y a eu des actes graves quand même qui ont été posés dans ce pays. Entre-temps, vous avez rejoint la rébellion de 2002? Non, je suis parti en exil parce que je pouvais pas rester. J'étais après le Ghana, après le Mali où on a été pris en charge par les étudiants de l'AEM. Je suis allé en France, en Belgique, puis en France, voyez-vous. Et donc pour préserver notre intégrité physique, parce qu'il y a eu des choses quand même graves. Figurez-vous que le premier attentat qu'il y a eu dans ce pays, ça a été fait par Bleu Goudet, le 25 mai quand même 2000, le premier attentat terroriste. Parce que quand même, ce sont des gens qu'ils ont armés pour aller découper des étudiants qui étaient en plein restaurant universitaire à Cocody, en train de déjeuner tranquillement, étaient sanglants. Voyez-vous, chose que le FPI a essayé de minimiser. Donc vous estimez que c'est Bleu Goudet qui était donc à l'origine de cette expédition punitive? Aujourd'hui, tous le reconnaissent. Le même Serge Kassi l'a reconnu, tous ses proches le reconnaissent, les victimes le reconnaissent. Ian Philippe, qui est aujourd'hui président du conseil régional du Boukani, il a été mis dans le coma, le sang. Marc Boabré, Daniel, il est là, qui a fait son témoignage. Donc c'est Bleu qui a organisé, ses proches même justifient cela par le fait qu'ils subissaient des harcèlements, des étudiants par-ci, par-là, ils étaient embêtés. Et donc, ils ont posé cet acte criminel-là, cet acte terroriste-là, en répression de leurs camarades. Tout ça parce qu'ils voulaient prendre le contrôle d'un syndicat pour en faire l'appendice de du FPI, ce qu'ils ont réussi, entre autres. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire et depuis 2006, vous avez mis sur pied un parti politique, le Congrès panafricain pour le renouveau, dont vous êtes le leader, et cela fait maintenant 13 ans que l'aventure se poursuit sans que véritablement les Ivoiriens sachent d'abord l'existence de votre formation politique, mais ensuite ses objectifs et quelle vision vous nourrissez pour le pays. Il faut dire que les gens ont bien voulu que les Ivoiriens ne sachent pas ce que c'est que nos convictions, les idées que nous défendions, parce que déjà ils nous ont contraints à l'exil, on était à l'étranger, donc pratiquement inaudibles. Donc ça faisait partie aussi de leur stratégie. Et les organes de presse sont là pour communiquer. Une fois qu'on était à l'étranger, on n'avait pas accès aux médias quand vous êtes en exil. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a vous ont refusé Internet, mais vous savez, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, à part quelques 2-3 journaux qui sont indépendants, je pense tout ça en grippe. Le reste, c'est souvent des journaux qui sont affiliés à des partis politiques. Et donc, quand vous êtes blacklisté d'une certaine façon, écoutez, vous n'avez pas accès forcément aux médias. Voilà, donc il y a une sorte de marginalisation que les uns et les autres ont voulu à un moment donné parce que on était porté quand même d'un certain nombre de vérités que les gens ne voulaient pas qu'on sache. Sous Gbagbo, par exemple, voilà, il fallait être convaincu, il fallait convaincre les Ivoiriens que Doumbia Major a été manipulé par telle personne, par le RDR, et que si on a tué ses amis, c'est parce que cela a été manipulé par le RDR. Le RDR étant diabolisé, non, il n'y avait pas de rébellion en ce moment. Le RDR étant diabolisé, présenté comme le parti des parias, des partis des étrangers, le parti des gens sales, le parti des gens qui sont stigmatisés en Côte d'Ivoire comme des sous-ivoiriens, présenté Doumbia Major comme étant proche de ce parti-là, c'était amener l'opinion publique à accepter donc les atrocités qu'on faisait subir à ses amis, les tortures qu'on lui faisait subir, pour que tout ça soit socialement accepté.
Et il ne fallait pas que Doumbia ait droit à la parole, surtout pour apporter un démenti. Donc l'exil, on est parti, on nous aurait tués. Nos camarades ont été tués ici. Mais je veux dire, la presse étrangère est aussi là pour communiquer. La presse étrangère, il y a les médias qui sont ouverts. La presse étrangère est là pour communiquer. Nous étions en exil. L'exil, c'est pas facile. Hein. L'exil est d'abord rupture. Aujourd'hui, les gens du FPI connaissent quelques mois d'exil. Beaucoup sont en train de fuir pour arriver. Ils se mettent à genoux à quatre pattes. Ils arrivent pour dire « n'arrive pas à tenir ». Donc, quand on vous sort de votre élément et que vous allez en exil, il y a un temps d'adaptation. Voyez-vous, donc on a vécu tout ça, il fallait aussi prendre le temps pour continuer nos formations, ce que nous avons fait, et prendre le temps pour installer le parti qui était en clandestinité quasi, et il fallait le mettre en lien avec les camarades qui sont ici sur le terrain, préparer tout ça pour arriver, je vais dire, arriver en force. Moi j'ai envie justement qu'on essaie de décrypter une page de votre histoire. Beaucoup d'Ivoiriens, en percevant Doumbia Major, pensent tout de suite à la rébellion. Hein, on fait le lien tout de suite, on vous a vu défendre à une certaine époque les positions de cette rébellion, vous venez même de le dire, hein, vous avez épousé l'idéologie qui a fondé donc la création de ce mouvement armé. Quels étaient les liens réels entre le major Doumbia et la rébellion des forces nouvelles dirigée par Guillaume Soro? Le lien, on va dire, c'est le lien qu'a eu Jean-Paul Sartre avec le mouvement insurrectionnel algérien, c'est le lien qu'a eu un autre intellectuel, Frantz Fanon, avec le mouvement du FLN. Un soutien strictement idéologique. Un soutien qui est discursif, un soutien qui est idéologique, une présence dans le sens d'amener à comprendre que le pouvoir qui est en Côte d'Ivoire est un pouvoir qui est installé dans la terreur, qui n'est pas légitime, qui a tué des Ivoiriens. Et ce sont ces Ivoiriens-là qui sont là en exil. Donc, voyez-vous, donc quand on parle de la rébellion, avait tué des Ivoiriens. Quand on parle de la rébellion, c'est l'image qu'on garde d'elle. Oui, oui, mais le problème c'est que dans la chronologie des choses, il ne faut pas faire de l'inversion. La chronologie des choses, c'est que Gbagbo, dans sa stratégie de conquête du pouvoir, s'est servi de Blé Goudé pour tuer des Ivoiriens. Qui étaient des Ivoiriens, ceux qui ont été tués, ils ne viennent pas de Mars, voyez-vous, et ils ont conquis le pouvoir, ils ont fait la purge dans l'armée, et ce sont ces personnes-là qui sont parties dehors. Et c'est de dehors que ces personnes-là ont dit, ben écoutez, on ne va pas accepter que des gens de notre génération nous contraignent à vivre hors de notre pays par la terreur, par la violence des armes, parce que c'est avec les armes qu'on les a tués. C'est avec des armes blanches, des machettes qui sont allées découper le 25 mai, des Ivoiriens qui sont des étudiants là-bas. Et ce sont ces étudiants-là dont je faisais partie, qui étaient en exil, qu'ils ont dit, et ces militaires aussi qui sont allés en exil, que Gbagbo ne voulait même pas, donc Gbagbo ne voulait pas accepter le retour, qui ont dit il faut qu'ils rentrent dans leur pays. Et en tant que socialiste, comment est-ce que vous perceviez à l'époque les massacres qui étaient commis sur des populations civiles à Boaké, dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire? Je pense qu'il y a des mélanges que vous faites, parce que ce dont vous parlez n'est rien d'autre que la conséquence ou souvent les effets collatéraux d'une action dont le premier coup a été donné par Laurent Gbagbo en tuant des Ivoiriens. Ne vous a pas pourtant amené à vous retirer de ce combat? En tuant des Ivoiriens, bien entendu. Ce sont des Ivoiriens qui sont morts, ceux qui ont été tués en 2000. Par la rébellion? Non, par Gbagbo, par Blé Goudé, voyez-vous. Et donc, c'est pourquoi je vous dis, faites pas des mélanges chronologiques. Sachez que on est parti déjà des morts de 2000. Des tueries, les Aboudramani, les 500 qui ont été tués dans l'armée, certains ont été mis dans les acides. Voyez-vous, et tout ça soutenu par le FPI, des étudiants qui ont été tués. Tout ça soutenu par le FPI, par l'appareil politique. Gbagbo Laurent était au courant de tout. Il a pris même position dans la crise universitaire en disant ceux qui manipulent les étudiants sont des criminels. Question de dire que nous étions manipulés. Il a pris position. Aboudraman Sangaré a reçu Blé Goudé, Kwame Kwaku. Ok, les journaux du FPI ont ouvert, n'est-ce pas, leur page pour, n'est-ce pas, amener à l'acceptation de tout ça. Lorsqu'on tuait des étudiants, ils le minimisaient. Donc c'est l'appareil stratégique du FPI. Parti politique, les journaux, et leur opinion qui a soutenu. Gbagbo était tout au courant de tout ça. Et d'ailleurs, après tous ces crimes, il a donné une bourse présidentielle à Blé Goudé qui, entre-temps, avait été chopé pour tricherie à sa licence.
Gbagbo qui dit qu'il est un homme d'équité. Tous les fils de la Côte d'Ivoire qui ont une licence, qui ont une maîtrise et autres, qui l'ont eu correctement en étudiant, il a préféré choisir Blé Goudé qui, lui, a été convaincu de tricherie, reconnu par la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, en son temps dirigé par Bléou Martin, qui est du FPI, et la présidente de l'université, le département d'anglais, en son temps dirigé par comment on appelle, Seribaï, qui est du FPI, qui ont tous reconnu la tricherie de Blé Goudé, mais Gbagbo a quand même donné une bourse de l'État de Côte d'Ivoire, l'argent des Ivoiriens, à un tricheur, en délaissant les autres fils les plus brillants et plus brillants que Blé Goudé. Ceux qui sont méritants. Alors, là, ceux qui sont plus méritants. Quand on vous entend parler de Laurent Gbagbo, on a l'impression que vous êtes en train, mine de rien, de dépeindre de lui un portrait de fasciste. Ben, un portrait de fasciste, moi je ne dépeins pas, moi j'expose des faits. J'expose des faits, je dis voilà quelqu'un qui a soutenu un jeune homme, qui a tué des Ivoiriens. Enfin, au-delà de cela, de la manière même de gérer le pouvoir d'État, de conditionner la chose politique en Côte d'Ivoire, ça ressemble quand même à des méthodes peu commodes sur le plan démocratique. Oui, ça ressemble beaucoup à des méthodes du national-socialisme hitlérien. Parce que voilà, vous avez sorti le mot. Je le dis pourquoi? Parce que d'un côté, il y a l'utilisation de la violence. Hein, la violence, il y a eu des morts, il y a eu des tueries qui ont été minimisées. Mais de l'autre côté, Gbagbo a repris un discours qui était le discours identitaire, d'ivoirité, de hiérarchisation des Ivoiriens, de présentation. Et quand il allait à l'ex-Haïtassi en 2000, sortir des cartes d'identité de je ne sais où, en les présentant comme étant le fruit de la falsification du RDR, en donnant des statistiques d'invasion du pays. Donc, repris carrément le discours qui était le discours de l'ivoirité et il a mis en place ce qu'il appelait le front patriotique avec les Brogrébé, avec les gens du PDCI qui venaient de défendre l'ivoirité avec Bédier qui avait chauffé à blanc. D'une certaine façon, la population ivoirienne, avec ce discours puant et polluant de l'identité, de la hiérarchisation des Ivoiriens, de la catégorisation des Ivoiriens, en pur, en impur, en source, en Ivoirien de souches multiséculaires, certains étant dit de circonstances et autres. Donc, il a repris pour lui ce discours-là parce que... populiste. Pas simplement populiste, parce que le populisme, ça peut être uniquement présenté aux gens des choses qu'on ne peut pas faire. Mais ça, c'est un discours plutôt nazi, un discours identitaire, un discours ethnique, avec lequel on avait chauffé déjà à blanc depuis le temps de Bédier les populations. C'est ça qu'on appelle le discours des haines. Jouer sur les émotions, jouer sur la race, jouer sur l'ethnie pour dire telle ethnie est sale, telle ethnie ne mérite pas de diriger le pays, telle pour ses origines ne mérite pas de diriger le pays. Juger les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils ont fait dans ce pays. Et tout cela a donc révolté Doumbia Major qui a donc décidé donc de soutenir l'insurrection armée en Côte d'Ivoire qui a duré de 2002 donc à 2010. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sort d'une crise post-électorale qui a fait des milliers de morts et qui a surtout vu donc l'accession au pouvoir du docteur Alassane Ouattara. Un homme qui, à un certain moment, a semblé converger avec votre vision, avec votre philosophie politique. Et quel regard est-ce que vous portez sur la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, donc 8 ans après la prise de pouvoir effective d'Alassane Ouattara? Mais vous faites bien de dire qu'il y a eu changement en Côte d'Ivoire, que Alassane Ouattara a une vision et qu'il y a des convergences. Les convergences, c'est autour du vivre ensemble. Cette volonté des gens qui disent on veut vivre avec les gens sans les chasser, sans les pousser à la mer, sans dire qu'on est mieux qu'eux, sans même dire si qu'on est c'est plus un peu le contraire que eux. Et aujourd'hui, voyez-vous, et donc c'était ça. C'est pour vous dire qu'il y a eu dans ce pays des gens qui ont instrumentalisé la haine comme moyen de conquête de pouvoir, comme moyen de conservation du pouvoir, comme moyen de diviser les masses en créant un antagonisme basé sur l'identité, la race, des choses qu'on ne peut pas changer en nous. Un conflit séculaire, voilà, et donc, que vous avez dénoncé, que vous avez combattu. Que nous avons combattu, que Ouattara a combattu,
que le MFA, à l'époque, avec Anaki, a combattu, que Soro a combattu. Et donc, il y a eu une sorte de coalition, un conglomérat, une entente de personnes qui n'étaient pas forcément d'obédience politique ou d'idéologie similaire pour dire, mais il y a un danger, il y a un péril pour la nation. C'est le discours de haine. C'est le discours qui divise les fils de la nation. Revenir sur voyez-vous, et c'est ce que nous avons combattu avec Ouattara en son temps, avec le PDCI qui nous a rejoints en son temps, avec le MFA, l'UDPCI. Et donc, toutes ces personnes-là ont soutenu donc cette action de force qui visait à équilibrer donc la terreur que Gbagbo avait sémée dans le pays pour qu'il y ait un changement et qu'il y ait un régime qui puisse permettre de vivre ensemble. Alors, comme certainement, on aujourd'hui. vous a compris. Alors, parlons justement de vivre ensemble. Malgré tous les efforts qui semblent être consentis par le pouvoir en place à Abidjan, on parle de réconciliation et tout cela, mais malheureusement, on a l'impression que les Ivoiriens paraissent plus divisés qu'en 2011. La haine est toujours féroce dans les esprits. Chacun se dit, on attend le match retour, on en entend parler de plus en plus. Et puis 2020, c'est pas loin, tout le monde attend justement de sortir sa machette qu'il a gardée à la maison pour aller donc découper l'autre en face. Vous savez, la guerre, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. La guerre, c'est la violence. La guerre naît d'abord dans la pensée. C'est la traduction matérielle d'une certaine pensée, d'un certain discours. La paix aussi naît dans la pensée et c'est la traduction matérielle d'une certaine pensée, d'un certain discours. Les populations sont sujettes à de l'influence sociale. Et l'influence sociale, les sources d'influence sociale, ce sont souvent les politiques, qu'on appelle les leaders d'opinion. Et donc, le discours circulant dans le pays, qui peut être un discours de paix comme un discours de guerre, un discours de vivre ensemble comme un discours de division, n'est rien d'autre que le fruit de ce que sèment, de ce qui inséminent les leaders politiques. Donc, depuis 2020, il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui sont restées, 2011, qui sont restées, n'est-ce pas, dans cette dynamique d'entretenir la haine, d'insuffler la haine, vous faites référence à qui, par exemple? Je fais référence, par exemple, au FPI de Laurent Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, qui récemment vient à Diokwe d'aller inaugurer, n'est-ce pas, une stèle, un monument, soi-disant à ses martyrs. N'est-ce pas légitime de le faire, ça veut dire quoi? Hommage à des morts? On ne rend pas hommage à des morts quand on a été responsable dans un pays, dans une situation où on a inséminé un certain discours. On a dit aux gens qu'ils ne devaient pas vivre ensemble avec d'autres, que cela était inférieur et autres. On a créé une certaine ambiance, un discours circulant qui a mené la guerre. On doit avoir à ce moment donné une petite dimension de responsabilité pour dire qu'on a posé des actes, on a tenu des discours qui a formaté les consciences pour poser un certain type d'actes. Quand on a fait le rassemblement, Madame Gbagbo appelle le rassemblement. Non, j'arrive. Après, je vais décortiquer son discours si vous le voulez. Quand on a fait ça et qu'on est arrivé à une situation de plus de 3000 morts, que nous tous nous déplorons, on ne va pas revendiquer des morts. On ne va pas parler de martyrs. Parce que dire martyr, c'est se mettre dans une position victimaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle à la mise en place de monuments à tous nos morts pour dire plus jamais ça. Si elle le faisait, je l'aurais soutenu. Mais elle est dans une dynamique de créer la division. Le FPI est dans une dynamique de maintenir la division. Peu importe ce qui sera fait en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là, la division ethnique est leur fonds de commerce. Et ils ne lâcheront pas. C'est avec ça, ils entretiennent, ils renforcent leur base. Et ils estiment que ça, c'est le noyau dur de leur discours. C'est avec ça, ils mobilisent les adhésions. Et donc, nous avons au FPI, donc on reproche également au RDR qui a eu tendance à nous habituer finalement au fil des années à une sorte de politique de catégorisation ethnique ici en Côte d'Ivoire. On a parlé de rattrapage avec la nomination à des postes de responsabilité de ressortissants du nord du pays. Vous connaissez, pour certains, connaissent ma position. Quelqu'un disait quelque part, certains on ne va pas me dire qu'il n'y a que les nordistes qui sont instruits ici en Côte d'Ivoire. Le discours sur le rattrapage est un discours que j'ai condamné lorsque je l'ai vu, n'est-ce pas, dans une interview faite par Vincent Hugues. Le RDR aujourd'hui. Une interview faite par Vincent Hugues dans laquelle j'ai entendu rattrapage.
J'ai été le premier à m'insurger contre. J'ai un livre qui a été validé chez l'Harmattan, mon deuxième ouvrage d'ailleurs qui en parle. Voyez-vous, et je dénonce cela. Lorsque j'arrive, allez faire le tour de mes publications, vous le verrez. Voyez-vous, les discours sur le rattrapage. Quand le président Ouattara s'est retrouvé à Abobo et qu'il a dit, si c'était nous, il pleurait avec les habitants d'Abobo, pour dire pardonnez, mais si c'était nous, ils nous auraient tués. Je dis au président, je l'ai écrit, monsieur le président, aujourd'hui vous êtes le président de tous les Ivoiriens. Ne vous mettez pas dans un camp. Voyez-vous, je suis toujours contre la division ethnique, je suis toujours contre le tribalisme. Mais il faut quand même dire une chose, il y a des évolutions. Hier, on attrapait des gens, on les brûlait dans ce pays, sur la base du fait qu'ils sont assaillants, sur la base de leur nom. Hier, on contrôlait les gens du sud vers le nord. On prenait les cartes d'identité de certaines personnes qu'on déchirait pour dire, toi tu t'appelles Ouedraogo, tu peux jamais être ivoirien. Comme si la nationalité était liée à une ethnie. Ça, on a vu dans ce pays. Ce discours polluant que les brous amessants faisaient circuler à la RTI, qui était devenu une sorte de télé 1000 collines dans ce pays, où on inséminait là-dessus, vous aurez compris. Mais est-ce que vous niez aujourd'hui le fait qu'il y a effectivement Côte d'Ivoire une sorte de rattrapage ethnique ou de tendance à la division de la part du RDR? Après, moi, j'ai été... Madame Paulette Pello sortait justement avant-hier qu'il ne faut pas mépriser les autres. Ça veut dire que entre le discours que prend le RDR et les actes qui sont posés au quotidien, les Ivoiriens ont l'impression qu'il y a un paradoxe qui s'installe. Moi, je ne dirige pas le RDR, je dirige le CPR, qui est le Congrès panafricain pour le renouveau. Tout à l'heure, vous n'avez pas identifié le RDR comme faisant partie des chambres de la division. Et j'appelle au vivre ensemble. Mais je dis, quand j'observe les partis politiques, quand je fais le tour de la toile, je suis quand même analyste des discours. J'ai fait mon doctorat comme analyste de discours automatisés. Donc, je peux quand même prendre un corpus, le mettre dans mes logiciels et dire, ben, voici les orientations ou telle chose qui, n'est-ce pas, forment le discours circulant dans notre pays. Aujourd'hui, simple visuel, vous allez sur la toile. Ceux qui parlent de tel est burkinabé, de telle ethnie, de tel n'est pas ivoirien pur, ce sont ce qu'ils appellent le Go, le Gbagbo ou rien. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les militants du RDR peuvent aller stigmatiser des gens? Est-ce qu'aujourd'hui on permet à la télé madame, par exemple, comme les Brogrébé et autres, de venir diffuser la haine, cette bave haineuse là qu'elle déversait? Il y a quand même des changements. Maintenant, il y a des discours qui ne sont pas acceptables. Moi, je les critique, je les condamne. Quand, par exemple, Tikendia fait des critiques et qu'on amène les chefs de son village pour lui dire, écoutez, vous n'avez pas le droit de critiquer le président Ouattara, je dis non, il faut le laisser. C'est sa liberté d'expression. Nous avons condamné ça hier. Quand il y a des actes qui vont dans le sens de la division du pays, je le condamne. Donc moi, je dirige mon parti. Si le RDR pose des actes que vous appelez rattrapage ethnique ou rattrapage de ceci ou de cela, moi je fais le concours. C'est ce que pense une certaine Voilà, maintenant, tenir un discours sur une chose ne veut pas dire forcément que cette chose existe. D'accord. La proclamation d'une chose ne fait pas exister la chose. C'est comme si Gbagbo dit « je suis socialiste », ça ne veut pas dire qu'il est socialiste. Absolument. Alors, depuis quelque temps, on vous voit vous élever contre Guillaume Soro, votre ancien compagnon de lutte du temps de la FECI. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me lève pas contre... Quand Guillaume Soro parle, il faut que Doumbia Major réplique. Est-ce qu'il y a un problème personnel que vous avez avec Guillaume Soro? On vous a frustré quelque part à un certain moment? Il n'y a pas de problème. Guillaume Soro, il a des ambitions politiques. Moi, j'ai mon parti, j'ai des ambitions politiques. Moi, je fais du marketing politique. Le marketing politique, c'est quoi? C'est-à-dire, chacun vend son appareil, chacun vend son discours, comme on vend du savon. Il a son savon, j'ai mon savon, j'embellis le mien et je le présente pour que le client peuple adhère à mon discours. Il fait la même chose et je présente les tares de son discours. Et donc, voilà, si nous sommes dans la concurrence vous attaquez directement politique. Et précisément à lui. Maintenant, je n'attaque pas que Guillaume Soro, j'attaque tous mes adversaires politiques. Je ne suis pas en alliance avec eux. Alors, Guillaume Soro est devenu votre adversaire politique. Mais c'est un adversaire politique. Il a des ambitions politiques. J'ai un parti politique. Nous ne sommes pas des alliés. Est-ce que vous avez déjà entendu que Guillaume Soro est avec moi, nous sommes en coalition? Pourtant, ce que vous sortez sur lui est très grave. Vous l'accusez pratiquement d'avoir été à l'origine donc de la mort du Major Ribé.
vous l'accusez d'enrichissement illicite, de beaucoup de choses en tout cas qui ne sont pas faites pour justement soigner ou pour enrichir le débat démocratique en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, le débat démocratique en Côte d'Ivoire doit se nourrir de vérité, de sincérité, refuser l'imposture. Ce que nous voulons en Côte d'Ivoire, c'est un changement. Ce changement-là ne peut pas se faire sans des hommes de valeur, sans des hommes qui ont rompu avec l'immoralité. Voyez-vous, quand vous me parlez de Guillaume Soro, c'est pas que Guillaume Soro je critique les bédiers auxquels on a confié ce pays-là pendant plus de 50 ans, qui en ont fait un pays sous-développé. Vrai ou faux, le résultat est là. Ce sont des hommes qui ont eu une vision, qui ont eu une idéologie politique, qu'ils ont mis en application. Le résultat, nous l'avons. La Côte d'Ivoire est un pays sous-développé. J'estime que ceux-là sont d'une classe politique. Avec un coup d'État à l'appui, une classe politique. Ça n'a rien à voir. Le coup d'État qui est venu, ça fait partie de leur bilan. C'est un discours qui a été tenu dans ce pays. Quand Oufou était là, il a veillé à ce qu'il n'y ait pas de coup d'État en rassemblant. Donc si Bédier arrive, tient un discours d'altérité, d'ivoirité, il crée une pourriture, n'est-ce pas, sociale, et qu'il y a un coup d'État, ça fait partie de son bilan, il faut qu'il assume. Il n'a pas su réconcilier les Ivoiriens et il n'a pas su développer la Côte d'Ivoire, il en a fait un pays sous-développé. Nous estimons que des gens comme ça sont du passé, des gens dépassés, des gens décadents. Et donc, qui est aussi attribuable à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je veux parler du RDR qui était de l'appareil d'État, avec le premier Alassane Ouattara qui n'a pas fait mieux du temps de sa primature en 90 et 92. Je suis en train de juger les partis individuellement pour l'instant. En tout cas, je parle du PDCI qui a un bilan qui ne lui permet pas, à l'époque, le président qui ne nous permet pas de leur confier notre destin, nous, en tant que jeunes, qui avons vécu donc le résultat de leur réflexion, de leur vision politique qui fait de nous, de notre pays, un pays sous-développé. Ça, c'est clair, c'est net, c'est voilà, c'est de l'expérience. Sur la voie de l'émergence avec un taux non, il n'y avait pas de l'émergence. On parle des résultats. On sait que la Côte d'Ivoire était à une position très enviable. Moi, je parle des résultats. Sous Bédier, la Côte d'Ivoire était un pays sous-développé, vrai ou faux. Voilà, on était en 1960 au même niveau que la Corée. On leur a confié notre destin, notre avenir. On leur a confié tout. Ils ont des cadres, ils ont des gens qui réfléchissent. Et le fruit de leur réflexion a été aujourd'hui un résultat. Il n'y a pas de couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'adressage en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de numéro identifiant unique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de bancarisation obligatoire en Côte d'Ivoire. Notre pays est à tous les éléments d'un pays sous-développé. Donc des gens comme ça, qui prétendent être des cadres, des gens qui réfléchissent dans un pays, qui n'ont même pas pu mettre l'assurance chômage, moi je dis ce sont des médiocres. Et ça, moi je juge sur la base des faits. Et donc des gens qui ont mis ce pays dans cet état, laissez-moi terminer, qui ont mis dans ce pays dans cet état, qui sont aujourd'hui à un âge avancé, pour certains qui ont l'image même de momies, qui sortent des sarcophages. Voyez-vous, donc cela, qu'est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui? Non, qu'est-ce qu'aujourd'hui cela peut apporter de nouveau? Donc maintenant revenons à Guillaume Soro. Moi, je juge les gens sur le bilan. Vous l'avez accusé d'abord d'enrichissement illicite. En une minute, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ce que je dis de Guillaume Soro, c'est que moi, personnellement, pour l'expérience que j'ai, pour le regard que j'ai, l'analyse que j'ai fait de son parcours politique, je ne peux pas lui confier le destin de mes enfants et de mes petits-enfants. Et pourquoi? Parce qu'il a eu quand même la responsabilité de gérer le nord du pays. Et la gestion du nord du pays, ça a été vol des deniers publics. Le pays a été mis en pâture. Toute une partie du pays a été mise en pâture. Dans quelles conditions? Les ressources ont été pillées. Dans les conditions de la rébellion où il y avait une partition qui n'excluait pas que les impôts qui ont été mis en place à travers une régie financière qu'il appelait la centrale soient collectés pour être mis dans la caisse qui appartient à tous les Ivoiriens, qui est le trésor public. Ça, il ne l'a pas fait. Il a pris plutôt l'argent pour lui, pour acheter des maisons, à sa femme. Pour acheter, et comment il pourrait acheter une maison à 2 femmes à Paris, à Bonneuil et à Franconville? Avec quel argent? Vous avez des preuves? Voyez-vous, j'ai les preuves. Voyez-vous, et d'ailleurs quand je parle, je lui dis, moi je suis franco, hein. Voyez-vous, vous n'êtes pas d'accord, vous m'amenez au tribunal, on juge, j'amène mes preuves, j'amène mes faits. Si vous étiez face à Guillaume Soro, et je lui dirais ça. Prêt à répéter la même chose? Mais bien sûr, je lui dirais. Je lui dirais, Guillaume, on t'a confié la gestion. En tout cas, du moins, tu es venu dans une action collective. Et dans cette action collective, tu as eu la gestion d'une partie du pays, 60% du territoire. Tu en as fait quoi?
Tu as mis cette partie en pâture. Tu as mis en place la régie financière, la centrale. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé, littéralement, tu as pillé la zone, tu t'es enrichi, tu as enrichi tes amis, tu as pris l'argent qui nous appartient à nous tous, Ivoiriens, pour aller scolariser ton petit frère aux États-Unis. Pendant que nous, Ivoiriens, nos enfants, dans cette zone, ne partaient pas à l'école. Pendant que nos femmes, dans cette zone, accouchaient à même le sol, il n'y avait pas de dispensaire. Tu n'as construit aucun pont. Tu n'as rien fait pour ce pays, pas de forage. Pendant ce temps, toi, tu prenais l'argent, toi, Guillaume, pour aller construire des forages chez toi. Voyez-vous? Et donc ça, on appelle ça simplement du vol des deniers publics. Ça, c'est un péculat. Sur la base de ça, et je termine, Guillaume, pour dire, Koné Morel, il était en prison, un jeune étudiant. Tu l'as pris en prison, sans jugement, tu allais le faire assassiner. On appelle ça crime extrajudiciaire, parce que quand on est démocrate, on prend la peine, quand quelqu'un est accusé, de le faire passer devant un tribunal, pour qu'il ait droit à sa défense, pour qu'il puisse défendre sa vie. Tu ne lui as pas donné cette possibilité de défendre sa vie, sa position vis-à-vis de toi. Je te dirais, Guillaume, tu as pris aussi M. Koné Moussa Barbu. Tu l'as mis en prison à Bouaké. Tu allais le faire assassiner. Tikendia Fakoli et moi-même avons supplié pour que Koné Moussa Barbi vive. Mais non, dans ton délit schizophrénique où tout le monde est ennemi pour toi, tu l'as pris, tu allais le tuer. Les rapports d'Amnesty sur la question sont là. Après tout ça, tu as confisqué le corps de ces personnes-là. Comment toi, tu peux prétendre être démocrate quand tu confisques le corps de personnes? Tu ne leur permets pas d'avoir droit au deuil. C'est le minimum. Même quand tu as tué quelqu'un, donne son corps pour que sa famille puisse faire le deuil. Mais tu empêches la famille des gens de faire le deuil. Est-ce que tu es démocrate? Est-ce que toi, tu peux être un agent de réconciliation dans ce pays? Voilà ce que je dirais à Guillaume. Et donc, sur la base de ce passé, sur la base des attentats, des crimes, des coups d'État que tu situes au Burkina, des pays où tu n'as aucun intérêt, sauf en faire des bases arrière pour tes objectifs mégalomaniaques. Sur la base de tout ça, je dirais, je ne peux pas t'accorder ma confiance et je ne veux pas que tu extrapoles le mal que tu as fait dans le Nord, sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan de la démocratie, à toute la nation. Je ne veux pas une extrapolation, une extension. Et tu es un péril, tu es un danger pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour tous les Ivoiriens. Et au nom de ça, je prends position contre toi, aujourd'hui, demain et partout, parce que pour moi, tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je vous dirais. Vous avez parlé de Laurent Gbagbo, vous avez parlé d'Henri Konan Bédié. Là, vous êtes en train donc d'attaquer avec virulence Guillaume Soro. Ce n'est pas une attaque, ce sont des faits que j'expose. Ce qui est curieux, c'est que vous êtes assez tendre quand il s'agit d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est partant, il a un démocrate, quelqu'un qui prend le vivre ensemble, l'homme politique, profil assez acceptable. J'ai critiqué quand même Ouattara, j'ai critiqué sur le pont, j'ai eu une des critiques les plus difficiles, les plus dures sur le pont de Ouattara, je l'ai dit. Présent, on ne vous entend pas parler. Alors attendez-moi sur le problème de Ouattara, je dis, et publiquement. Je dis, moi, en tant que socialiste, je n'accepte pas qu'on prenne l'argent de tout le monde pour construire un pont, qu'on prenne des crédits au nom de tout le monde pour construire un pont et que ce pont, on le rende payant. Ça veut dire quoi? C'est de l'apartheid. Ça veut dire seuls ceux qui auront de l'argent, 500 francs ou 1000 francs par jour, pourront passer sur ce pont, alors qu'on a pris l'argent de tous les citoyens pour construire ce pont. Et donc, ceux qui n'auront pas l'argent ne pourront pas passer sur ce pont, alors que c'est pour une durée déterminée. Non, pas une durée déterminée, 50 ans ou combien d'années, c'est une durée déterminée. Voyez-vous? Oui, mais ce que je dis, pour moi, je paye le pont pour que tout le monde passe dessus, comme il faut payer des ponts pour nous. Voilà ma vision. Sur beaucoup de points, je critique sur les questions en rapport avec les marchés publics de gré à gré. Mes critiques ont été difficiles et je continue de les critiquer. Sur les questions en rapport avec les dons, j'ai dit, Monsieur le Président, je n'accepte pas que quelqu'un se fasse passer pour généreux avec l'argent qui nous appartient tous. Donc, je ne veux pas qu'on dise don de tel, don des ministres, don de ceci. Il y a critique plus difficile que ça. Je l'ai fait et je l'assume et je continue de le dire. Mais vous ne parlez pas, disons, du sang que certains Ivoiriens voient sur les mains d'Alassane Ouattara. Ben, du moment, j'ai pas les éléments pour dire, Monsieur Ouattara. On a entendu un certain Koné Zakaria, lieutenant de la rébellion, nous informer, comme ça, dans une vidéo. Après ça, c'est Koné. Ils ont pris les armes pour
une rébellion de laquelle vous avez ça c'est la position de Koné parti, Zakaria. Moi j'ai pas soutenu la rébellion pour Alassane Ouattara, j'ai soutenu la rébellion parce que mes amis Alassane Ouattara, il a soutenu la rébellion comme Kona Bédié a soutenu la rébellion parce qu'il avait mal à partie avec Laurent Gbagbo, Kona Bédié parce que Gbagbo l'avait trahi en 99 en soutenant le coup d'État, il a pris position. Monsieur Anaki, oui bien sûr, quand Gbagbo a soutenu le coup d'État contre lui au moment où Bédié croyait que Gbagbo allait le soutenir puisqu'il était en deal avec lui, tout le monde le savait. Gbagbo partait jouer au piano, n'est-ce pas, qu'on le présentait à la télé pendant que on faisait la chasse à Ouattara. Donc pour Bédié, Gbagbo, tout le monde pouvait le trahir, sauf voilà. Et puis nous étions à l'époque là, donc je connais les accointances entre les Gossio, les Paul Akoto Yao, les entrées à la présidence et tout ça, ça je le savais. Informé, hein, mais je suis informé parce que j'étais quand même leader étudiant, je côtoyais toutes ces personnes-là, toutes ces personnes. Donc souvent ils me tenaient la main pour entrer à gauche, à droite. Voyez-vous, mais bien sûr. Vous marchez un peu dans les arcanes du pouvoir. Non, mais pas ça. Vous profitiez un tout petit peu quand même de la rosée qui tombait du ciel. Absolument pas. J'ai été leader d'étudiant et quand Bédié voulait quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'on veut me... Enfin, je tentais de le savoir. Quoi, par exemple? Mais parce que vous avez eu beaucoup d'acquaintances avec toutes ces hommes politiques-là. Mais tous ces hommes politiques-là, aucun d'entre eux ne peut dire que, voilà, moi, j'ai créé des facilités à Doumbia Major dans ce pays. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu par la bataille, je l'ai eu par les tripes, j'ai eu par le combat. Je n'ai jamais entendu quelque chose, une récompense, une nomination. Et je vous fais une confidence. Quand il y a eu la rébellion en 2002, que j'étais à Paris, j'ai apporté ce soutien. Et n'est-ce pas discursif à cette rébellion, il s'agit de choisir les ministres de la rébellion. Ils ont envoyé une liste. Voyez-vous, à l'époque, c'est IB qui donnait le mot final, tout ça, parce que bon, voilà, c'est sa chose. Alors, moi, j'ai dit non, j'inscris pas mon nom sur une liste pour être ministre. Pourtant, à l'époque, ça m'a été proposé, à l'époque, j'avais un master. Voyez-vous, donc j'avais quand même un niveau plus élevé que beaucoup d'entre ceux qui se sont proposés pour être ministre. Mais je me suis dit, moi je ne cherche pas à tirer un profit d'un engagement. Je combats pour une cause juste, je combats pour le vivre ensemble. Peut-être par récompense. Ben, moi je n'ai pas besoin de ce type de récompense. Non mais je veux dire, oui mais justement, peut-être que vous aviez fait quelque chose qui méritait quand même que... Ben non, ils ont considéré que j'étais un cadre qui, n'est-ce pas, a pris position pour justifier une action, pour amener à l'international l'opinion à comprendre que le régime qui était là n'était pas un régime légitime et bon et démocratique. Et ceux qui étaient là estimaient que j'étais suffisamment outillé, j'avais un bagage intellectuel, j'avais une légitimité pour venir défendre leur position. Vous saviez que la rébellion était en cours de préparation en Côte d'Ivoire? Vous le saviez? Dites-nous la vérité, docteur Doumbia Major. Si on peut vous proposer d'être ministre au nom de moi, je savais que moi, j'étais toujours dans une disposition pour combattre ce régime-là et que je n'allais pas rester en exil et je ne voulais pas rester en exil, je ne voulais pas aller vivre ailleurs. Et je suppose que les autres qui étaient en exil étaient dans cette même disposition d'esprit. Après, je ne suis pas militaire. Vous avez donné la main d'association. Guillaume Soro non plus n'est pas militaire. Ben voilà, il n'était pas militaire. Et pourtant, il s'est retrouvé en exil avec IB, dont il était le porte-parole. Moi, quand Guillaume m'a trouvé à Bamako, il est venu porter des messages pour IB qu'il appelait Excellence. Donc voilà, IB l'a approché et Guillaume est parti parce qu'il y a eu cette crise de la FECI, cette dissidence où il a été accusé d'être avec moi. Donc c'est les problèmes que j'ai eu avec Gbagbo pour lesquels il a été accusé, qui s'est retrouvé à Ouaga, nous à Accra, puis à Bamako et puis après en exil. Voyez-vous, donc ce sont là des événements de l'histoire, de la vie des uns et des autres, des choses qui se mêlent et se démêlent. Et puis bon, voilà, ça donne ce que ça donne. J'ai l'impression que vous n'acceptez pas une vérité. Laquelle? Que vous tournez autour vos liens avec la rébellion. Mes liens avec la rébellion sont clairs. C'est vrai que vous saviez, enfin c'est vrai que vous avez ne été faites pas des de la affirmations rébellion, qui ne sont pas justes. Non mais je veux dire pourtant, on vous propose d'être ministre. Jusqu'à présent, j'arrive pas à percer ce mystère. Que ça m'intéresse pas. On ne propose pas n'importe qui d'être ministre au nom de mouvement. Ça veut dire que quelque part, le docteur Doumbia Major a certainement été impliqué d'une certaine façon dans la maturation du projet. Ça, c'est ce que vous croyez. Ça n'a rien à voir avec la réalité. On peut passer à autre chose.
Ça n'a rien à voir avec la réalité. D'accord. Ce sont des procès d'intention que les gens font par-ci, des diffamations. Vous savez, il y a un des proches de Guillaume Soro qui a porté ce genre d'accusation contre moi la dernière fois. Je l'ai fait traduire au tribunal. Finalement, hein, ce sont des anciens de la PCI et de tout ça qui sont venus me voir pour dire laisse tomber, c'est un frère. Il allait reconnaître que tout ce qu'il a dit était faux. Donc faites attention à ne pas vous retrouver au tribunal. Nous sommes dans un cas tout à fait libre. Nous sommes dans une tribune libre. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Le docteur Doumbia Major, 2020 arrive. Et j'ai envie de vous demander, mais tout juste en 2 minutes, hein, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles pour 2020 ou est-ce que peut-être vous seriez tenté, on ne sait jamais, de soutenir un candidat? Ben, vous savez, quand on fait un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. On ne fait pas un parti politique pour suivre les autres. Donc le CPR a une vision. On veut que les Ivoiriens adhèrent à cette vision et que sur la base de cette adhésion, on puisse changer les choses avec les Ivoiriens pour les Ivoiriens. Alors vous vous sentez prêt aujourd'hui à aller aux joutes électorales? Ben moi, j'ai toujours été prêt. J'ai toujours été prêt parce que ma vision sur l'avenir de la nation a toujours été claire dans mon esprit. Les changements que nous voulons au niveau de la retraite paysanne, la retraite des commerçants, la retraite au niveau de la santé, la réorganisation du système de santé, au niveau de la couverture maladie universelle qu'on veut mettre en place, 60% pris en charge par l'État et le mode de financement, nous le connaissons. Voyez-vous, et tout ce qui a rapport avec l'adressage, depuis 2005-2008, j'en parle, vous allez voir mes vidéos, le numéro identifiant unique, toute cette modernisation, toute cette chose dont je rêve pour mon pays. On aurait repris les ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est que après, il y a une réalité, c'est que voilà, il est possible hein, qu'on parte en 2020 dans le cadre d'une coalition. Mais je l'ai dit, dans ce cas, voyez-vous, on va trouver des ententes minimum. Nous avons notre obédience, notre idéologie, nous avons notre projet de société. Mais ces choses se discutent, on trouve des harmonisations, on trouve des ententes. Et pour nous, il y a des choses, il y a des lignes rouges. Il y a une ligne rouge qu'on ne franchit pas. C'est la question du discours identitaire, c'est la question de l'ethnicité, c'est la question de tout ce qui peut diviser les Ivoiriens. Alors, maintenant, cela à part, après, Dr Doumbia Major pourrait se retrouver pour si le FPI, par exemple, renonce à tout ce qui est identitaire. On ne sait jamais. Et tout le FPI renonce à tout ce qui est discours identitaire, xénophobe, raciste. Et d'ailleurs, je vous dis, quand nous avons mis en place la CNC, on avait écrit que les signataires renoncent à tout ce qui peut diviser les Ivoiriens, tous les discours ethniques, vol de données publiques et tout ça. Ils ont signé. Après, ils ont commencé à tenir des discours de ce type-là. J'ai dit non, mais s'ils s'engagent à dire qu'eux veulent réconcilier les Ivoiriens, eux veulent plus tenir ces discours de Lida Kwasi qui dit tel peut pas être candidat député parce qu'il n'est pas de telle région, les discours de Simone Gbagbo qui vont faire des monuments pour des martyrs, se mettre en position victimaire en divisant les Ivoiriens. S'ils renoncent à tout ça, on peut être ensemble. Si le PDCI renonce à ce discours polluant qui est de dire non, voilà, Ouattara, on le met dans une barrique, on sommes en train de le ramener au Burkina, qui n'a rien à voir avec PDCI l'a dit? PDCI 24, hein. Il y a l'image encore qui est là. Hein, on présente un monsieur avec un vélo, une barrique sur la tête. Mais attention, avec, ce que vous dites est assez grave parce que là, vous portez des accusations. Non, c'est pas, ce sont des choses qui sont publiques. Non, mais je veux dire, le PDCI RDA, ni M. Bédier, ni M. Kikawe n'a eu à le dire, au contraire. Bon, après, vous savez, moi, il y a longtemps que je suis dans l'organisation des manifestations, des affaires d'organisation. Donc, je sais comment tout ça fonctionne, comment on orchestre tout ça. Donc, moi, quelqu'un ne peut pas me distraire. Pas officiel. Voyez-vous, donc, il y a l'officiel, il y a l'officieux. Et maintenant, le PDCI peut dire... de vous en faire tout à l'heure. Non, le PDCI qui laisse dire à une radio qui se réclame PDCI 24, à ses militants. Vous savez, en France, par exemple, Marine Le Pen, raciste dont on l'accuse. Quand il y a des gens qui tiennent des discours qui sont racistes ou traitant quelqu'un de bonébo et autres, elle prend des sanctions. Un parti aussi a des instances de sanctions. Quand vous ne sanctionnez pas, ça veut dire que vous approuvez. Et c'est tactique. Voilà, donc je vais dire que... vous accusez le PDCI RDA en clair d'être
cramponné à sa politique, cette coalition que nous voulons mettre en place, ou que nous pouvons mettre en place, ou à laquelle nous pouvons adhérer, doit être une coalition qui défend les valeurs de la République. L'unité nationale. 15 secondes, le troisième mandat d'Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous y pensez en 30 secondes? Laissez-moi donc dire que pour nous, c'est l'unité nationale. Pour nous, c'est notre projet. C'est ça qui est le plus important. Après, si quelqu'un veut faire 7 mandats, nous disons, si tu veux faire 7 mandats, c'est ton problème. Nous, on a un projet qui est imbattable. Nous, c'est notre projet qu'on défend. Et non pas vous-même, votre prise en main des affaires de l'État. Mais nous souhaitons prendre en main les affaires de l'État pour gérer la Côte d'Ivoire au mieux, pour gérer comme nous le voulons, pour gérer selon notre vision. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui veulent se mettre... Pourquoi je ne croirais pas en mes chances? Se mettre derrière vous. Vous pensez que... RHP ne serait pas prêt à le faire. Mais moi, je ne... Pourquoi vous serez-vous prêt à vous mettre derrière quelqu'un pour jouer les seconds rôles? Non, nous ne cherchons pas à jouer les seconds rôles. Nous disons que nous avons des choses à proposer au peuple. Nous dirons au peuple en 2000, voici ce dont nous rêvons pour la Côte d'Ivoire. Voici le changement dont nous rêvons pour la Côte d'Ivoire. Voici ce que nous voulons faire pour l'emploi, pour l'industrialisation, pour l'agriculture, pour la santé, pour, n'est-ce pas, tout ce que j'ai cité, hein, la retraite, tout ça. Maintenant, est-ce que vous adhérez? Nous, on veut changer. Si vous ne voulez pas changer, que vous voulez rester avec les vieilles recettes, c'est votre problème. Maintenant, si vous voulez nous faire confiance, nous allons changer votre destin. Nous ne sommes pas des voleurs, on n'a jamais cassé des banques, on n'a jamais tué quelqu'un, on n'a jamais mis quelqu'un en prison pour l'extraire, pour aller le tuer, on ne s'est jamais enrichi avec l'argent du peuple pour aller construire des maisons, acheter des maisons à gauche et à droite. Nous avons un passé qui milite en notre faveur. Nous avons tenu au cours de notre histoire à ne pas être entachés par des choses qui nous salissent parce que nous avions des choses à proposer à la Côte d'Ivoire. Nous avions une vision et cette vision-là, nous voulons la mettre en œuvre autour des valeurs. Et nous sommes des hommes des valeurs. Ce sera certainement votre mot de fin. Peut-être aussi qu'on n'a jamais eu l'occasion de vous mettre à l'épreuve. Alors, c'est terminé pour cet entretien que nous avions avec le docteur Doumbia Major. Je rappelle qu'il est le président du Congrès panafricain pour le renouveau et nous étions là dans le cadre des vérités du docteur Doumbia Major sur la situation de son pays, la Côte d'Ivoire, dans lequel il a enfin l'occasion de revenir après 19 longues années passées en exil. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro et un autre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci, docteur. Au revoir. Merci, docteur. Vers ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.